Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin, nous suivre sur KTV, Cosy FM, le live Facebook de KTV. Oui, tout le monde a rêvé que Mayotte passe au vert, on attendait les indicateurs, finalement ils sont passés au vert, levée d'état d'urgence sanitaire à Mayotte avec Charles-Henri qui est avec nous ce matin. Charles-Henri, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, d'abord, cette première question, puisque on le disait à l'instant, Charles-Henri, c'est vrai qu'on avait tous hâte de passer au vert, que Mayotte soit classée en zone verte pour vous permettre enfin de voir le bout du tunnel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout de suite, avec la levée de l'état d'urgence sanitaire, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça veut vraiment dire que tout va bien, ça y est, on va repartir? Ou il y a encore des choses à voir? Alors, il reste encore quand même pas mal de choses à voir, parce qu'on a encore beaucoup de restrictions sur la restauration. Il faut bien se rappeler qu'on a été fermé, on pourrait faire une petite historique brève, par un arrêté ministériel sur les périodes de mars à juin, réouverture le 2 juin, avec une autorisation d'utiliser à l'époque uniquement les terrasses, dans une configuration de port de masque, distanciation des tables, ainsi que pas de table supérieure à 10 personnes. Au jour d'aujourd'hui, la réglementation extérieure est finalement ni plus ni moins transposée à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la même configuration. On peut utiliser les salles fermées dans une configuration de port de masque pour les gens qui rentrent. Le personnel de l'établissement ayant obligation de le porter systématiquement tout le temps. Les clients doivent arriver dans l'établissement avec le masque, avoir une place assise désignée et des réservations de tables qui vont jusqu'à 10 personnes maximum d'un même groupe ayant réservé ensemble. Léonard Rodier, une question. Oui, ça a rouvert, mais évidemment, qui dit distanciation au niveau des tables, dit forcément moins de chiffre d'affaires. Là, il y avait déjà un souci par rapport au chiffre d'affaires qui était totalement inexistant. Alors, comment ça va se passer concrètement? Vous pouvez rouvrir des salles, mais avec moins de monde, donc moins de chiffre d'affaires. Le personnel, tous les coûts sont les mêmes. Comment ça va se passer à ce niveau-là? Alors, petite correction, les coûts ne sont pas nécessairement les mêmes, mais sont déjà supérieurs, puisque bien évidemment avec le protocole sanitaire et l'acquisition de matériel, voire de produits qu'on n'avait pas nécessairement il y a 6 mois, à savoir le gel hydroalcoolique, les masques, etc., qui sont quand même des consommables, journaliers, voire plusieurs fois par jour pour les masques notamment, bien évidemment qu'il y a un surcoût. S'ensuit en plus la désinfection des salles et des terrasses avec des produits spécifiques à fréquence beaucoup plus rapprochée qu'avant. Donc encore une fois, bien évidemment, le coût produit est supérieur et vous avez aussi en même temps besoin de tout votre personnel pour assurer ces tâches-là, puisque ça prend quand même énormément de temps. Alors concernant les terrasses, aussi bien que les salles, on a expérimenté la problématique sur les réouvertures des salles, des terrasses, le 2 juin. Effectivement, en mettant en place un cadre de restriction de place, on y perd forcément et du couvert, donc forcément du chiffre d'affaires. Il en est de même pour les salles. Alors ceux qui disposent d'une salle un peu spacieuse, ont la chance, c'est mon cas pour le coup, de pas trop perdre de couvert, mais ceux qui ont une salle effectivement qui est plus restreinte, ils vont nécessairement y perdre de la place assise, donc du chiffre d'affaires. La perte est estimée à combien environ de chiffre d'affaires? Ça va varier en fonction des établissements. La règle, elle est très simple, il faut qu'il y ait une distanciation entre les tables d'1 mètre, obligatoirement. Donc à partir de là, évidemment, dans tous les sens de la table, à gauche, à droite, devant, derrière. Donc après, il faut que le chef d'établissement puisse faire son métrage, entre guillemets, pour être dans les clous de la réglementation. Et à partir de là, effectivement, essayer de perdre le minimum possible de place assise en essayant de garder le maximum de surface exploitable. Vous avez été reçu hier par la préfecture, justement, je m'imagine que vous discutez de ça. Quel est le soutien, entre autres, mais quel est le soutien financier qu'ils vont vous apporter par rapport à ça? Alors les aides qui sont actuellement disponibles vont être maintenues puisque la filière tourisme a été dévastée. Je pense que chacun comprendra autour de cette table et ailleurs aussi que nous sommes les plus impactés par cette crise, parce que je n'ai pas connaissance d'établissements en dehors des gens qui concernent le tourisme qui ont été carrément fermés d'activité et ensuite réouverts pendant des mois avec une activité totalement bridée. Donc effectivement on a un accompagnement de l'État
qui pour le coup a été assez réactif même plutôt réactif sur ce sujet. Donc les accompagnements de type fonds de solidarité vont être maintenus, le partiel peut être prolongé dans des taux aussi de prise en charge maximale qui permettent effectivement d'aider les professionnels au mieux et de conserver leur équipe en attendant des jours meilleurs, parce que le but c'est ça, hein, c'est quand même nous de sauver et les entreprises et de préserver les emplois. Hein. Je veux dire, s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'emploi, mais une entreprise sans employés non plus, ça marche difficilement. Donc le but c'est quand même que tout reste debout et d'espérer une remise en route la plus rapide possible et complète. Hein. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, on est toujours entravé par le protocole sanitaire qui est relativement lourd, mais aussi des interdictions encore, notamment sur les soirées et les rassemblements de personnes. Alors justement, aujourd'hui, on sait qu'il y a des restaurants, par exemple, qui ouvrent jusqu'à tard, notamment, par exemple, les week-ends. Et ça, cette partie-là, qu'est-ce qu'ils vous disent réellement quand on voit qu'il y a, pour ne pas les citer, certains endroits à Mayotte qui se permettent d'ouvrir genre clandestinement et on veut me faire nous croire qu'on ne sait pas que tel, par exemple, établissement a ouvert ce week-end. Vous, cette partie-là, vous l'avez abordée. Qu'est-ce qu'ils vous disent réellement ? Les règles concernant la préfecture, les règles édictées sont claires. Hein, elles sont celles que je viens de donner. Le convive doit avoir une place assise. Toutes les soirées rassemblant plus de 10 personnes sont non autorisées et devraient faire l'objet d'une déclaration préfecture, déjà, première chose. Et indépendamment de ça, tout ce qui est soirée debout, même un cocktail, un simple cocktail, à partir du moment où tout le monde est massé, ça pose un problème. Donc il y a ces restrictions à ce niveau-là. Donc tout ce qui est soirée dansante, boîte de nuit, on n'a aucune projection de réouverture pour les établissements de nuit. Ça, c'est une vraie catastrophe. Pour ce qui est concert, pareil, pas possible, puisqu'il est difficile de canaliser les gens en leur disant tu restes dans ton mètre carré et l'autre, c'est juste impossible à partir du moment où on passe de la musique. Donc il y a une vraie restriction sur les établissements qui entretiennent le monde de la nuit. Et effectivement, toutes ces activités-là aujourd'hui sont purement et simplement non autorisées. Mais elles risquent de disparaître. Parce que là, on entend dire, par exemple, le Barfly risque de jamais rouvrir, alors que c'est une institution quand même à Mayotte, le Barfly. On se dit, voilà, c'est une victime, il y en aura probablement d'autres. Vous battez, j'ai l'impression aussi, pour eux, pour qu'ils puissent tenir malgré ces fermetures. Comment ça va se passer ? Alors, très simplement, effectivement, la situation est potentiellement catastrophique pour ces établissements. Bon, ils bénéficient des mêmes prises en charge potentielles sur le partiel et le fonds de solidarité, ainsi que les volets 2 qui peuvent être déployés par le conseil départemental, etc. Il va y avoir une aide spécifique qui est en train de se mettre en place. On attend le processus que la préfecture va nous redescendre sur un gros trimestre d'aide pour les établissements de nuit. Il faudra bien évidemment que les gens soient avec un code APE qui corresponde à cette activité professionnelle, bien évidemment, pour en bénéficier. Mais c'est une aide qui pourrait être de l'ordre de 15 000 euros x3, donc 45 000 euros quand même, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Oui, donc ça pourrait être une véritable bouffée d'oxygène, mais aujourd'hui on est encore dans l'attente du process pour en bénéficier, pour le déployer. Ça doit nous être remis avant la fin de semaine. Au niveau national, l'UMIH n'a de cesse de rencontrer les services de l'État pour demander des assouplissements pour les établissements de nuit, parce qu'effectivement la profession elle va au carton, c'est quasiment sûr, et on ne sait pas trop comment ces gens vont s'en sortir. Donc au national, il est question d'essayer déjà de demander à certains établissements d'avoir la possibilité de passer en bar. C'est une discussion qui est entretenue actuellement à l'État, c'est-à-dire de transformer temporairement son activité pour la transformer en bar. Alors après, c'est encore tout un système. Oui, non, mais voilà, s'il faut bien évidemment changer son activité du jour au lendemain pour être en mode survie, pour ensuite, c'est effectivement très 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 compliqué. On est très inquiet pour les collègues. Ouais. Autre souci qu'il y a aujourd'hui, c'est ces fameuses coupures d'eau, ce tourné. Qui dit pas d'eau dans un restaurant, dit on peut pas ouvrir. Qu'en est-il pour les restaurateurs justement par rapport à ces coupures d'eau ? Alors ça aussi, c'est un sujet épineux qui a été abordé hier. On va graver dans le marbre que l'année 2020 sera relativement exceptionnelle sur bien des aspects et pas les meilleurs. Effectivement, la crise de l'eau qui présente des jours relativement difficiles, et on est loin d'avoir fini ce problème malheureusement, entraîne des coupures dont les rotations ont commencé. Bon, c'est une chose.
Il est effectif que quand on est en restauration, si en établissement, on puisse recevoir du public en ERP, en ayant effectivement une problématique sanitaire d'hygiène, dans une période de crise en plus où on recommande à tout le monde d'user le lavage des mains de fréquence rapprochée, du sanitaire avec de la préparation de nourriture, donc les normes HACCP, comme on appelle ça chez nous dans la profession, donc tout ce qui est déployé sur l'hygiène alimentaire, il est évident que, réglementairement parlant, si vous n'avez pas de point d'eau qui fonctionne, à disposition pour aussi bien vos clients, les sanitaires, que la restauration partie cuisine, vous êtes tenu normalement de fermer votre établissement, puisque vous engagez forcément un risque sanitaire, et c'est un véritable problème. Donc il a été débattu avec la préfecture hier si effectivement il y aurait une tolérance éventuellement par rapport à un système X, Y ou Z. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? C'est négatif. Les services de l'État ne souhaitent pas effectivement que les professionnels s'engagent sur un système D temporaire à base de je ne sais, citerne ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est clair et net que c'est non. On pourra comprendre quand même que pour les normes sanitaires, effectivement, ça peut poser problème. L'eau pourrait être contaminée en étant stockée. Il peut arriver tout un tas de choses. Donc effectivement, là-dessus, il est évident qu'ils ont clairement pointé du doigt la responsabilité des gérants d'établissements qui essaieraient. Donc ça sous-entend effectivement que les établissements devraient fermer sur les tours d'eau. Et donc, ça serait encore une problématique supplémentaire. Alors, de suite, évidemment, on leur a mis sur la table la quasi-obligation pour nous d'aller compenser ces pertes sèches, parce que là, pour le coup, entre le Covid et encore ça fait quand même un peu beaucoup pour les professionnels qui sont pour rien. Quoi. Vous pensiez sortir de ce tunnel, et tout de suite, il y a cette crise de l'eau. Justement, on se rappelle qu'au début du confinement, la plupart des restaurateurs passaient par la livraison. Donc, livraison à domicile, peu importe, ou au lieu de travail. Est-ce que là, aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'il fallait, sur ce point qu'il faut réfléchir? Parce que là, si on sort de l'état d'urgence sanitaire, mais d'un côté, la crise de l'eau qui vous empêche de travailler pleinement, est-ce qu'on reste sur la livraison Alors actuellement, les tours d'eau sont définis. Je vais vous dire clairement ce sur quoi on a discuté hier, effectivement. Donc nous, on a engagé effectivement les services de l'État à probablement sortir du chapeau une aide supplémentaire pour compenser les pertes si les établissements ne pouvaient pas s'adapter, ce qui nous paraît assez légitime pour le coup. Les services de l'État sont d'accord effectivement de réfléchir très rapidement à une potentielle indemnisation pour ceux qui seraient obligés de fermer et qui ne pourraient pas adapter leur planning. Il a été évoqué par la préfecture l'idée de soumettre aux collègues le fait d'adapter leur planning de travail en fonction des tours d'eau. Donc en imaginant un établissement qui serait fermé le mercredi, normalement pendant son tour d'eau, qu'il ouvre finalement le mercredi lorsque l'eau est disponible, pour ensuite choisir un autre jour de fermeture correspondant à son tour d'eau fermé. Voilà. Donc de faire évoluer. Oui, mais bon, c'est encore les entreprises qui vont être obligées de s'adapter pour être encore en mode survie. Si chacun doit modifier son calendrier, c'est pas toujours évident. Et en plus de ça, on cible tous dans nos activités les jours qui fonctionnent. Vous imaginez bien que si moi je dois ouvrir à Kaweni, par exemple, le dimanche midi, je me souhaite une bonne chance parce qu'a priori les entreprises sont fermées. Donc je change pas mon calendrier en fonction de tel ou tel événement. Il est défini parce que je sais que ces jours-là sont des jours qui fonctionnent. Et là, ça pose un vrai problème. Donc il pourra peut-être y avoir des gens qui vont adapter leur jour d'ouverture en fonction de la coupure d'eau. Mais si c'est pas possible, il faut absolument qu'il y ait un levier de prise en charge quelconque pour accompagner les professionnels. Est-ce qu'on sait aujourd'hui les dégâts que ça a causé dans la restauration? Est-ce qu'il y a des restaurants à Mayotte aujourd'hui qui disent on ne pourra plus ouvrir, c'est fini, pour moi c'est terminé? Il y a déjà quelques personnes qui sont très dépitées. Il y en a qui sont mal en point, évidemment. Nous, on essaye d'accompagner, de prendre des nouvelles au maximum. On a essayé de mettre en place les dossiers le plus rapidement pour aider les collègues de la restauration en faisant en sorte qu'ils aient accès aux aides le plus vite possible et surtout les bonnes informations pour mettre en place les process. Maintenant, il est évident que tout le monde ne se relèvera pas nécessairement de cette crise-là, déjà d'une. Et en plus de ça, même si certains pourraient passer le cap, il y a effectivement un ras-le-bol, une fatigue psychologique, une usure psychologique qui fait que les problèmes se cumulent depuis des mois et on n'en voit pas le bout. Alors, quand on voit certains établissements qui ne respectent pas ces règles sanitaires, on en voit à Mayotte, ça vous révolte, ça vous n'avez pas envie de leur dire, écoutez les gars, nous on fait des efforts, faites-les aussi, quoi.
Là-dessus, aussi, je vais être clair, l'UMIH, le syndicat, n'est pas la police. On n'a pas vocation ni à dénoncer nos collègues, ni à faire les contrôles, d'accord ? On va informer l'ensemble de la profession en donnant les règles actuelles de la réglementation, sur lesquelles on ne va pas discuter, hein, elles sont très claires, elles sont édictées, les services de l'État font leur travail à ce niveau-là. On peut ne pas être d'accord, ou ça peut être contraignant, il n'empêche que c'est là. Voilà. On les distribue aux collègues. Après, c'est à eux de les mettre en application dans leurs établissements. Alors effectivement, des fois, ça peut effectivement faire pester si jamais on se plie à la réglementation, là où effectivement il peut y avoir peut-être des travers plus ou moins importants dans d'autres endroits. Mais en tout cas, nous, on n'a pas vocation ni intérêt à aller chez Pierre-Paul Jacques et ensuite pointer du doigt tel ou tel problème. Les services de l'État font leur travail. S'ils jugent que tel ou tel ne respectent pas la réglementation dans une limite au-delà du raisonnable, ils font les contrôles, ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà, nous, on a simplement rôle d'informer, d'accompagner, soutenir nos collègues, et puis leur donner les bons renseignements à l'instant T, et faire que les choses se passent le mieux possible, apporter un peu d'huile dans les rouages. Après, le reste... on n'est pas service de contrôle. Hein. Alors on sait que ces aides, ces dispositifs d'aide, hein, notamment, on sait que le chômage partiel également été maintenu, mais on le sait très bien qu'à un moment donné, si cette situation tend à perdurer, Charles-Henri, on sait très bien que l'État, à un moment donné, va dire aussi non, je ne peux pas continuer à vous payer, c'est pas à moi de faire vivre votre activité. Est-ce que ça, on y réfléchit déjà, ou on sait que si on ne sort pas de cette situation et qu'à un moment donné, l'État dit stop, j'en peux plus, je ne peux pas à chaque fois continuer le dispositif, est-ce que ça voudrait dire que là, ça y est, c'est fini parce qu'il n'y a pas d'activité ? Parce que là, c'est de la survie, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ça, oui. Là, c'est pour absorber les charges et faire en sorte que les entreprises, au moins, n'y perdent pas, ou en tout cas le minimum possible, pour faire perdurer leur activité et attendre, effectivement, le passage au jour meilleur. Ben là-dessus, on va faire simple. Je vois difficilement, au regard de la situation, comment l'État ne pourrait pas nous accompagner sur la durée de la crise. Ça me paraît assez légitime. Maintenant, l'État ne doit pas tout et ne peut pas tout non plus, hein, c'est souvent ce qu'on dit, et les poches ne sont pas sans fond. Donc il est bien évident qu'à un certain moment, il y a un tour de vis, ça s'est déjà produit d'ailleurs sur le partiel pour d'autres secteurs d'activité où il y a eu un coup de rabot sur les montants d'indemnisation. Nous, on est épargnés encore sur cet aspect-là, mais il est évident qu'aussi bien le fonds de solidarité qui court jusqu'à la fin de l'année, que le partiel, il ne va pas durer sur toute l'année 2021, c'est évident. Donc il serait préférable que l'activité revienne au beau fixe le plus vite possible. Mais ça, encore une fois, rien n'est moins sûr. Personne ne peut le prédire. Ah ben non. C'est ça, c'est le problème. Mais est-ce que la préfecture vous a dit, on va se revoir dans un mois, dans 2 mois, on fait le point, comment ils ont réagi? Oui, on est en contact permanent avec la préfecture et toutes les administrations, aussi bien la CSSM, la DIECT, etc. Donc pour avoir des échanges sur les derniers textes de loi, voir si c'est pleinement dans le droit commun ou encore une fois adapté en fonction de la situation de Mayotte. Voilà, on ne va pas se cacher, la situation de Mayotte est toujours particulière sur bien des aspects. Ça l'a été encore sur l'urgence sanitaire, puisqu'on a été malheureusement avec le seul département, nos cousins de Guyane, mis sous cloche pour une urgence sanitaire. Donc effectivement, on est des fois un petit peu en dehors des clous nationaux. Donc on a toujours à cœur d'aller voir quand les textes sortent une bonne compréhension des textes, parce que là aussi, des fois il faut s'accrocher. Hein, on peut avoir l'impression de lire tout et son contraire sur un décret. Donc pour éviter toute problématique, on contacte les services concernés de l'État et on leur dit voilà, on a reçu ça. Quand est-ce que ça s'applique? Comment ça s'applique? Et surtout, est-ce qu'on a bien compris comment il faut l'appliquer? Une fois que le point est fait, il nous renvoie un écrit pour dire oui, ça, non. À partir de là, on diffuse l'information. Alors Jean-Henri, pour finir, aujourd'hui, entre tous ces restaurateurs qui sont au sein de l'UMI aujourd'hui, est-ce que là vous êtes en train en ce moment de faire ce travail pour savoir, même s'il y a les dispositifs d'aide, pour savoir si demain combien se pourront mettre la clé à la porte si ça continue? Est-ce que là on fait ce travail-là de savoir, on se concerte tous? Oui, c'est le cas, parce qu'on a des réunions, des assemblées générales pour rencontrer nos confrères. Bon, là, effectivement, on avait levé un peu le pied en réunion physique, mais bon, il y a d'excellents outils comme Zoom, etc., peu importe, qui permettent de faire des réunions en visio. On informe par mail, on prend des nouvelles de chacun. Chacun communique assez bien. On est quand même une petite famille pour ça, donc c'est quand même le côté pratique. Les gens s'appellent, se parlent et échangent des informations.
À partir de là, on peut accompagner les professionnels au mieux, être le plus près et collé à leurs activités. Maintenant, effectivement, bien malin celui qui dira l'avenir de la restauration à Mayotte. Certains restaurateurs disent qu'on en fait trop. À quel niveau ? Restrictions, j'ai entendu ça. Hein. Oui. Il me faut arrêter, on en fait trop. Oui. Vous en pensez qu'on en fait trop ? Très clairement, la situation est pesante. Hein. Donc, il y a beaucoup de contraintes. Effectivement, c'est parfois très, très agaçant, hein, parce qu'on est entravé sur l'exploitation de nos établissements. Hein. Aujourd'hui, bien évidemment, encore une fois, c'est le monde de la nuit et des soirées festives qui est définitivement, pour l'instant, cloué au sol. C'est des situations très pénibles et qui mettent en contradiction certaines choses qu'on voit par ailleurs. Voilà, au niveau scolaire notamment, il y a des rassemblements qui sont quand même extrêmement conséquents dans les établissements scolaires, et on peut légitimement après se poser la question pourquoi des établissements de restauration n'ont pas pu ouvrir avec 50 places ou 60 places, là où on retrouve des collèges avec 1500 élèves, voilà, voire plus. Donc effectivement, pourquoi c'est très déroutant. Exactement, le pourquoi eux pas nous revient systématiquement, l'agacement revient systématiquement. Mais bon, encore une fois, j'ai malheureusement ou heureusement pas pour habitude de trop discuter les textes de loi. Ils sont sortis, de toute façon la loi est la loi, et il faut s'y conformer, c'est comme ça. Même si certaines choses paraissent effectivement déroutantes, il n'en demeure pas moins que les textes sont là, donc on va essayer de s'y conformer au mieux, en espérant que très très vite on puisse tourner la page. Ouais. On espère que cette page sera tournée très vite. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les restaurateurs peuvent rouvrir à l'intérieur avec, vous avez compris, toutes ces restrictions, et on suivra ça de près. Merci beaucoup, Charles-Henri Mandal, d'être venu ce matin pour nous en parler. C'est tout pour ce premier temps de parole.